Dans cet épisode, l'affaire Christophe Sion. C'est l'histoire d'un riche homme d'affaires français installé en Russie depuis des années et qui disparaît du jour au lendemain en août 2013. Pourtant, Christophe avait tout pour être heureux. Une carrière au sommet, une belle épouse russe et surtout une adorable fillette dont il était très fier. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi s'est-il volatilisé ? Le mystère est total et l'enquête s'enlise. Mais en France, ses proches ne lâchent pas l'affaire et ils mettent la pression sur les policiers de Saint-Pétersbourg. Vont-ils enfin obtenir des réponses ? Vous découvrirez l'horrible vérité dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Saint-Pétersbourg, en Russie, automne 2014. Des policiers dirigés par une femme officier perquisitionnent un appartement du centre-ville. En entrant, ils découvrent de nombreuses traces de sang sur le sol. Les enquêteurs sont inquiets, car le propriétaire des lieux, un riche expatrié français, s'est mystérieusement volatilisé voilà plusieurs mois. Alors, assassinat ou kidnapping avec demande de rançon ? La policière russe et ses hommes sont loin de s'en douter. Mais cette découverte va les conduire au cœur d'une machination criminelle aux ingrédients hors du commun. Tout commence en France, à Paris, au début des années 2000. C'est ici, dans le 16e arrondissement, que vit Christophe Sion. Cet homme d'affaires, âgé d'une quarantaine d'années, est célibataire. Christophe Sion, c'est un type assez banal, on ne le remarque pas forcément. Virginie Selvetti, journaliste. Il est d'ailleurs plutôt discret, timide. Un vieux garçon, alors je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais en tout cas... Timothée Boutry, journaliste. Il n'a pas de compagne attitrée. Christophe Sion vit seul. Mais au plan familial, il peut compter sur l'amour inconditionnel de Barbara, sa sœur aînée. Entre eux, une complicité qui remonte à l'enfance. On a grandi ensemble. Christophe et moi, on jouait beaucoup ensemble, on s'entendait très bien. Barbara Sion-Cagini, sœur de Christophe. Une chose qui nous a encore davantage rapprochés, malheureusement, c'est le décès de ma maman. Et ça a été quelque chose de dramatique pour toute la famille, parce que maman était vraiment l'âme du foyer. Unis dans leur peine, le frère et la sœur passent beaucoup de temps ensemble. Mais Christophe est aussi très proche de Pierre, le mari de Barbara. Christophe, c'est pas un expansif, non. C'est un introverti total. Quelqu'un de très cultivé, passionné d'histoire, d'architecture, et il a d'ailleurs énormément d'échanges avec mon mari Pierre. Nous avions avec Christophe Pierre Cagini, beau-frère de Christophe. Des discussions assez intellectuelles, littéraires, artistiques. Christophe et Barbara sont issus d'une riche famille du nord de la France. À la mort de leurs parents dans les années 80, Christophe se charge de la gestion de leur patrimoine. C'est lui qui prend tout sur ses épaules. C'est lui, notamment pour moi, qui s'occupe du côté financier. Et il va gérer aussi notre héritage familial. Et il a la tête d'une certaine fortune personnelle. Il gère la fortune d'autres, mais il a également lui-même des revenus très conséquents et une grosse surface financière. Une situation financière très confortable, une passion pour les arts et pour la culture, une sœur très présente, Christophe mène une existence paisible. Seule ombre au tableau, sa vie sentimentale. Le désir fondamental de Christophe, c'était de se marier, et c'était vraiment son désir le plus cher. Son plus grand malheur dans sa vie, c'est de ne pas trouver l'amour. De ne pas avoir rencontré la personne avec qui fonder la famille dont il rêve tant.
Le fait qu'il travaille chez lui a certainement accentué son côté solitaire parce qu'il il ne voit personne, il est devant son ordinateur toute la journée. Une vie de rentier qui permet à cet éternel célibataire de voyager partout dans le monde. Jusqu'en 2007, où il découvre un endroit pas tout à fait comme les autres. Saint-Pétersbourg, en Russie. Saint-Pétersbourg, ville d'histoire, patrimoine architectural très riche, patrimoine artistique, le musée de l'Ermitage qui est un des plus beaux musées au monde. C'est vraiment une ville de culture très très forte. Il avait une passion pour les villes avec une très belle architecture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé à Saint-Pétersbourg. Pour lui, c'était une ville, une des plus belles villes qu'il ait visitées. Christophe, qui aimait beaucoup l'histoire, ne pouvait pas ne pas être épris de Saint-Pétersbourg, où chaque brique raconte une histoire. Christophe prend alors une décision radicale. Il partagera désormais son temps entre Paris et la cité impériale russe. À ce stade, le riche homme d'affaires ne le sait pas encore, mais son irrésistible attrait pour Saint-Pétersbourg va bientôt sceller son destin. En 2008, Christophe Sion a 45 ans. Il commence à se dire que le temps passe, qu'il n'a toujours pas fondé sa famille. Il n'a toujours pas rencontré de femme. Christophe Sion, comme ma foi beaucoup de personnes, va s'attacher les services d'une agence matrimoniale de manière à rencontrer une compagne. Un jour, Christophe reçoit un coup de téléphone de cette agence matrimoniale qui lui dit avoir trouvé la perle rare et organise un rendez-vous entre Christophe et une jeune femme. La rencontre a lieu dans un café, en plein cœur de Saint-Pétersbourg. C'est là que Christophe rencontre pour la première fois Dina Sissoeva. Elle a tout juste 35 ans. Dina Sissoeva, c'est un peu l'archétype de la beauté slave. Elle est très avenante, elle est jolie. Elle a pour elle d'être très très belle. Elle est grande, elle a un immense sourire, elle est radieuse, c'est une très belle femme. Dina vient de Khabarovsk, dans l'extrême-orient russe. Evgenia Mogilevskaya, journaliste russe. Une région très reculée de Russie qu'elle n'a pas tardé à quitter pour s'installer à Saint-Pétersbourg. Issue d'un milieu très modeste, Dina n'a pas ménagé ses efforts pour sortir de sa condition. Elle a suivi des études avant de travailler dans la publicité. Elle a également voyagé aux États-Unis et elle parle très bien l'anglais. Christophe tombe aussitôt amoureux. Il y a une espèce de coup de foudre qui se crée et Christophe Sion est absorbé par cette jeune femme. Elle aussi est sous le charme, elle aussi lui dit que c'est incroyable, que c'est un coup de foudre. Ils sont là, l'un en face de l'autre, avec un coup de cœur qui est réciproque. Et immédiatement, Christophe appelle sa sœur Barbara pour lui dire « J'ai rencontré quelqu'un, tu ne vas pas me croire, elle est sublime, elle est belle, elle est intelligente, il faut que je te la présente. » Fini son quotidien de vieux garçon célibataire. Dès lors, pour Christophe Sion, les choses s'accélèrent d'un seul coup. Il m'annonce au téléphone qu'il va se marier. Donc, je suis surprise, mais il est très secret, c'est comme ça. Et un mois plus tard, il m'annonce qu'il va être papa. Et là, il est fou de joie. C'est le fondamental pour lui, donc voilà. Même si tout cela lui semble un peu rapide, Barbara partage l'enthousiasme de son frère. Fonder une famille, c'est précisément ce qui manquait le plus à Christophe. Christina, sa fille, voit le jour en 2009 à Saint-Pétersbourg. Tout naturellement, Christophe demande à Barbara de devenir sa marraine. En Russie, elle fait la connaissance de Dina
et se prend aussitôt d'affection pour la petite Christina. Elle est pleine de vie, elle s'intéresse à tout. C'était toujours pourquoi. Bon, c'est un âge, on demande toujours pourquoi. Barbara Sion-Cadgini, sœur de Christophe. Elle s'intéressait à beaucoup de choses, elle aimait beaucoup les livres. Papa et maman. Christina, c'est une petite fille très joyeuse, très vivante. Timothée Boutry, journaliste. Christophe est extrêmement fier de sa fille. Je regarde. C'est un magnifique dessin. C'est un magnifique. Un autre feuille. Tu veux une autre feuille, tiens. Voilà une autre feuille. Voir sa fille grandir et vivre auprès de la femme qu'il aime. Ah oui, il est tombé le chapeau. À presque 50 ans, Christophe ne s'imaginait pas connaître un jour un tel bonheur. Christophe avait beaucoup d'argent, ce qui a changé la vie de Dina. Il a acheté un appartement dans le centre de Saint-Pétersbourg et ils ont emménagé ensemble. Ils ont une petite fille adorable, ils sont amoureux. Virginie Selvetti, journaliste. À ce moment-là, tout va dans le meilleur des mondes. Ainsi s'écoule le quotidien heureux de cette petite famille franco-russe. Jusqu'à ce fameux été 2013 où tout bascule brutalement. Au milieu du mois d'août, Barbara appelle son frère depuis la France pour prendre de ses nouvelles. Alors, ce qui va surprendre Barbara, c'est qu'alors qu'elle a des conversations quasiment hebdomadaires avec son frère, à partir de cette conversation du mois d'août, il n'y en a plus. Elle ne parvient plus à joindre. Ça ne répond pas, j'essaye, je laisse des mails, 17, 20 août, il peut être... Voilà. Et par contre, le 30 août, là, je commence vraiment à m'inquiéter parce que ça fait plus de 13 jours que je ne l'ai pas eu. Presque 2 semaines sans donner de nouvelles, voilà qui ne lui ressemble guère. À Paris, sa sœur et son beau-frère s'interrogent. Pourquoi Christophe ne les rappelle-t-il pas ? Christophe Sion, il n'a pas le profil du fugueur, de l'aventurier qui va tout laisser tomber. Il a enfin fondé un couple et une famille. Il est fou amoureux de sa petite fille. Ça colle pas. C'est pour ça que l'inquiétude de sa sœur et de son beau-frère est grandissante à ce moment-là. S'il était parti, il aurait quand même répondu au texto, il aurait quand même appelé. Il y a 1000 moyens de communication. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Les jours passent et toujours aucun signe de lui. Barbara est d'autant plus inquiète que Dina, elle non plus, ne répond pas. Leur serait-il arrivé quelque chose ? Aurait-il pu être victime d'un enlèvement ? Voilà, Christophe serait la victime parfaite pour des malfaiteurs, pour la mafia russe, avec une demande de rançon. Il faut imaginer la détresse de Barbara et Pierre en France. On imagine le pire. On s'imagine en effet qu'ils ont été peut-être tous enlevés. C'est une possibilité. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires de cette nature en Russie. Barbara est folle d'angoisse. Mais 3 semaines plus tard, le 8 septembre 2013, c'est la surprise. Alors qu'elle essaie toujours de joindre son frère, Dina finit par répondre à un appel vidéo. Barbara et Pierre décident à tout hasard d'enregistrer ces images. Les premières images que nous voyons sur Skype, c'est un ouf de soulagement. Christina est là, elle est vivante. La première des choses... Pierre Cadgini, beau-frère de Christophe. Nous voyons que Christina vit et que c'est bien elle. Bonjour. Bonjour Christina. Ah, bonjour. Christina. C'est Christina. C'est qui? C'est Barbara. Christina, tu me dis bonjour? Je dis bonjour. Christine.
Alors là, ils vont déjà être extrêmement soulagés parce que bon, ouais, ils s'inquiètent pour Christophe, mais ils s'inquiétaient aussi pour Christina. Donc la petite va bien, elle est en pleine forme. Soulagé, Pierre demande alors à Dina où se trouve Christophe. Je vous pose cette question car nous sommes très anxieux. Nous n'avons pas de message, pas un seul coup de fil, rien du tout. Pas de mail, rien du tout. Et la réponse de Dina ne les rassure pas vraiment. Christophe serait parti au Luxembourg, dit-elle, afin de régler des affaires urgentes. Mais elle n'en sait pas davantage. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il a dû partir si rapidement. Dina Sissoeva, épouse de Christophe. Je n'ai pas d'autres informations. Rien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Barbara et Pierre, sont intrigués par ce départ à Luxembourg parce que Christophe parle beaucoup à sa sœur, il n'en a pas parlé. En plus, il est en Europe, il aurait dû prendre contact avec eux. La conversation vidéo avec Dina se termine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces explications renforcent un peu plus l'inquiétude de Barbara et de Pierre. Car même Dina ignore la raison précise de ce voyage. Voilà qui ne lui ressemble pas du tout. Et c'est aussi pour ça que nous savions, par le fait que Christophe ne voulait absolument pas abandonner sa fille, c'était impossible, sauf si on l'en avait empêché. Du coup, on essaye d'appeler le consulat de Saint-Pétersbourg. Là, on n'a aucune aide. Depuis Paris, Barbara et Pierre ne baissent pas les bras. Presque un mois s'est écoulé sans la moindre nouvelle de Christophe. Serait-il encore au Luxembourg ? Ils doivent en avoir le cœur net. Donc, on trouve sur le site du consulat une avocate, Maître Sologub, qui a l'avantage de parler français et qui est spécialisée en droit de la famille. Donc, on contacte. Barbara et Pierre sont vraiment très inquiets. Ekaterina Sologub, avocat des parties civiles. Ils ne s'arrêteront pas à aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité, même la plus dure et difficile pour eux. Maître Sologub contacte les autorités, la police russe. Christophe est un riche homme d'affaires français. Les autorités prennent donc ce dossier très au sérieux. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Une patrouille de police locale est même envoyée au domicile du couple, situé dans un quartier huppé de la ville. La première personne que la police a interrogée, c'est bien sûr l'épouse, Dina Sissoeva. Evgenia Mogilevskaya, journaliste russe. Dina leur a dit que Christophe était parti au Luxembourg. Mais elle n'a donné aucun détail. Les enquêteurs russes la croient sur parole. Un résident étranger, comme Christophe Sion, a en effet toutes les raisons de se rendre pour affaires au Luxembourg. Dina, quand elle a été interrogée par la police, elle avait dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant à son avis. Il n'y a rien, il n'y a pas matière à investiguer quoi que ce soit pour les policiers. Virginie Selvetti, journaliste. Cette version paraît totalement crédible. En tout cas, aucune autre vérification n'est effectuée à ce stade. Et pendant de longs mois, le dossier Christophe Sion fait du surplace. Depuis la France, Barbara, la sœur du disparu, et son mari ne tiennent plus en place. Ils demandent à leur avocate russe de maintenir la pression sur la police locale.
Mais que se passe-t-il ? Tantôt on lui dit qu'on a perdu le dossier, tantôt que l'inspecteur n'est pas là, tantôt qu'ils n'ont pas pu faire... Enfin bref, ça dure. Pour Barbara et Pierre, ces mois qui passent sans nouvelles sont assez insoutenables. C'est le supplice et on sait en plus qu'il faut agir très rapidement. Barbara Sionkadjini, sœur de Christophe. Parce que plus vous attendez, plus les traces disparaissent. Alors, où se trouve Christophe Sion? Que dissimule la disparition brutale de cet homme d'affaires si fortuné? En juillet 2014, après un an d'incertitude, première lueur d'espoir pour la famille. L'affaire est enfin confiée à la police judiciaire russe. Dans le commissariat de Saint-Pétersbourg, le dossier de Christophe Sion arrive sur un bureau, et pas sur le bureau de n'importe qui, il arrive sur le bureau d'une jeune policière d'une trentaine d'années, Irina Kolspinskaya, qui est un petit peu la tête pensante de ce commissariat, la première fliquette à la brigade criminelle. Quand j'ai repris ce dossier, Irina Kolspinskaya, officier de la police russe. L'enquête était en cours et Dina Sissoeva avait déjà été interrogée. Malgré son jeune âge, Irina Kolspinskaya est une enquêtrice aguerrie. Elle reprend tout le dossier à zéro. Première interrogation pour elle, ce voyage au Luxembourg évoqué par Dina, l'épouse de Christophe Sion. Comme elle a déclaré qu'il avait quitté le pays, on a cherché à vérifier s'il avait effectivement quitté la Russie. Et alors, les policiers ont constaté que Christophe n'a pas quitté le pays. Il n'a pas acheté de billet d'avion, il n'a pas traversé la frontière. Pour la femme policier, aucun doute possible. Christophe se trouve toujours sur le territoire russe. Alors que s'est-il passé ? A-t-il été kidnappé par la mafia, comme sa sœur l'imaginait ? Quand on apprend que Christophe n'est jamais sorti de Russie, qu'on n'a pas de nouvelles, on pense qu'il y aura peut-être une demande de rançon. Il y a déjà eu des cas d'enlèvement en Russie, d'hommes d'affaires. Timothée Boutry, journaliste. Barbara, la sœur de Christophe, en fait, pense à un enlèvement crapuleux. Christophe Sion est-il, oui ou non, séquestré quelque part en Russie ? À Paris, Pierre et Barbara retiennent leur souffle. Pourtant, ils sont très loin d'imaginer ce qui les attend. Car, à Saint-Pétersbourg, l'enquête connaît enfin un coup d'accélérateur. En interrogeant discrètement les voisins du couple Sion, la police russe fait une autre découverte inattendue. Avant sa disparition, Christophe n'habitait plus avec sa femme et sa fille. Christophe avait été en quelque sorte expulsé du domicile conjugal. Il avait donc acquis un autre appartement, non loin du premier, pour rester en contact avec Christina et continuer à voir sa fille. D'après le témoignage des voisins, Christophe rendait visite à sa fille tous les jours. Ils faisaient des balades ensemble et ça faisait plaisir à voir, car il était évident qu'il aimait beaucoup sa fille. Pourquoi Dina avait-elle chassé son mari de son propre foyer ? En poursuivant ses investigations, Irina Kolspinskaya comprend vite la raison de cette séparation forcée. Vu la façon dont elle se comportait avec son mari, on l'a soupçonnée d'avoir un autre homme dans sa vie. En interrogeant les copines de Dina, les policiers russes s'aperçoivent également que Dina avait un amant. Alors là, ils tombent des nues. Alors un certain Olivier.
un amant français lui aussi. Les policiers russes n'en reviennent pas. Dina l'aurait rencontré à la même époque que Christophe. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent qu'Olivier lui a été présenté par la même agence matrimoniale. Comme Christophe, il partage sa vie entre la France et la Russie. Mais la comparaison s'arrête là. L'amant de Dina, lui, n'a rien d'un homme discret et réservé. Olivier, c'est tout l'inverse de Christophe. C'est le playboy, le tombeur de ces dames. C'est le mec de la Côte d'Azur qui plaît vraiment à la gente féminine. Une relation adultère qui dure depuis des années. Depuis sa rencontre avec Christophe. Donc au moment où Dina rencontre Olivier et Christophe, elle est séduite par le charme d'Olivier et par le patrimoine de Christophe. Et elle s'est dit, même si je ne l'aime pas, même si je le trouve pas très charmant. Ekaterina Sologoub, avocat des parties civiles. Même si je préfère Olivier, je vais faire un effort. Ainsi, Dina menait une véritable double vie. Pour les policiers russes, voilà qui change tout. Et si la découverte de cet amant constituait le tournant de cette enquête? Pour Pierre et Barbara, ces révélations ont l'effet d'une douche froide. Cet homme aurait-il quelque chose à voir avec la disparition de Christophe? On ne peut pas nier qu'un amant qui est là depuis plus de 7 ans maintenant, Pierre Cagini, beau-frère de Christophe, n'ait aucun rôle, même passif, dans cette affaire. L'amant est toujours là, puisque Dina lui passe de nombreux coups de fil. Eh bien, oui, ça me pose question, mais c'est comme ça, et il faut attendre la suite, patienter. Dès lors, les enquêteurs russes concentrent toute leur attention sur la fortune de Christophe Sion. Et leurs efforts finissent par payer. C'est bizarre que quelqu'un de si riche disparaisse ainsi. C'est la raison pour laquelle on a vérifié ses comptes en banque en Russie. Irina Kolspinskaya, officier de la police russe. Et nous avons immédiatement constaté que le jour de sa disparition, une forte somme d'argent avait été transférée. Les enquêteurs ont interrogé la banque pour savoir qui effectuait ces transferts. Evgenia Mogilevskaya, journaliste russe. On leur a répondu qu'en l'absence de Christophe, Dina avait une procuration. Est-ce vraiment Christophe qui avait signé cette procuration? Irina Kolspinskaya, l'officier de police, doit le vérifier. Elle fait expertiser le fameux document présenté à la banque par la femme du disparu. Immédiatement, elle compare les signatures et elle constate que ce n'est très probablement pas lui qui a signé, puisque la signature n'est pas exactement la même. On découvre qu'elle a fait ça grâce à une procuration falsifiée. Elle a récupéré au moins 100 000 euros, voire plus. Pour la police russe, c'est désormais une certitude. Dina a bien détourné l'argent du foyer. Se serait-elle en plus débarrassée de son mari pour vivre son histoire avec son amant? On se rend compte qu'elle a commis déjà quelque chose d'illégal et donc potentiellement, l'étau se resserre sur elle. À ce moment-là, la policière comprend qu'il s'est passé quelque chose et que Dina a joué un rôle dans la disparition de Christophe. À Paris, Barbara, la sœur de Christophe, et son mari sont tenus au courant des avancées de l'enquête. Pourtant, ils décident de faire comme si de rien n'était, afin de ne pas alerter Dina.
et ils continuent de communiquer avec elle par vidéo pour avoir des nouvelles de leur nièce. Sur le moment, nous savons que nous parlons à une menteuse, nous savons que Dina nous ment. Et nous savons que des choses se sont passées. Par contre, nous, on a un point qui est fondamental. Barbara Sionkadjini, sœur de Christophe. On ne veut absolument pas lui montrer qu'on ne la croit pas, parce qu'on sait sinon qu'on perd tout contact avec Christina. Notre pire crainte, c'est Christina. Depuis le début, notre première pensée a été « mais Christina ». Saint-Pétersbourg, automne 2014. Plus d'1 an s'est écoulé depuis la disparition inexpliquée de Christophe Sion. Christina, sa fille d'à peine 5 ans, est toujours privée de son père. Mais pour sa famille restée en France, le plus terrible reste à venir. Voilà 4 mois qu'Irina, l'officier de police, a repris l'affaire. Pour elle et pour ses hommes, il est temps de passer à l'action. Entre le mari qui disparaît, l'amant, l'argent qui est dilapidé sur les comptes... Virginie Selvetti, journaliste. L'affaire prend une toute autre tournure. Dina devient suspect numéro 1. Dina est menottée, placée en garde à vue. Interrogée, la jeune femme ne change pas de version. Elle affirme ne rien savoir de plus concernant l'absence de son mari. Elle a continué à nous dire qu'elle avait de très bonnes relations avec Christophe et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. L'enquêtrice de la brigade criminelle élabore une stratégie. Pour faire craquer Dina, elle veut la mettre face à ses contradictions. Mais il n'y a rien à faire. À ce moment-là, Dina reparle encore du Luxembourg. Oui, il est parti en voyage, je ne sais pas pourquoi, il a disparu. Dina reste campée sur ses positions et tient tête à la policière russe. Dina refuse aussi d'expliquer pourquoi elle a retiré tant d'argent sur le compte de son mari. La police reste néanmoins persuadée qu'elle sait où il se trouve et que s'il lui est arrivé quelque chose, elle n'a probablement pas agi toute seule. La première personne à laquelle pensent les enquêteurs russes, c'est Olivier, son amant français. Lui aussi aurait pu souhaiter la disparition de Christophe. Interrogé à son tour, Olivier est rapidement mis hors de cause. Il a confirmé qu'ils avaient une relation et qu'ils se sont appelés plusieurs fois en août 2013. Sergueï Poutrecha, avocat des parties civiles. Mais vérification faite, il n'était pas en Russie au moment des faits. Impossible qu'Olivier, l'amant, soit ce fameux complice. 14 mois après leur première visite, les policiers retournent donc au domicile du couple en présence de Dina. Les enquêteurs reviennent et déploient des moyens plus importants. Timothée Boutry, journaliste. Et là, ils vont mener une perquisition très précise, très minutieuse. Ils vont retourner l'appartement, si je puis dire. Ils ont d'abord regardé dans la cuisine, ensuite dans la chambre. À ce moment-là, Dina gardait son sang-froid. Evgenia Mogilevskaya, journaliste russe. Mais quand ils ont commencé à inspecter le parquet à côté de la fenêtre, son visage a changé. En observant ses réactions, on a réussi à définir une zone de recherche. Irina Kolspinskaya, officier de la police russe. Et là, elle a commencé à s'énerver. Les recherches se concentrent dans le salon de l'appartement. Et là, les enquêteurs font une découverte capitale. Les fouilles vraiment sérieuses dans l'appartement. Ekaterina Sologoub, avocat des parties civiles. Ont montré qu'il y avait des traces de sang
ça va être le moment clé de cette enquête, des traces de sang sur le plancher, des traces de sang assez importantes. Dans l'esprit de la policière, dans l'esprit d'Irina, la policière, la super flic, ces histoires de sang, ça commence à peser lourd sur Dina. Nous l'avons ramenée au poste et parallèlement, nous avons analysé ce sang. Le jour même, alors que Dina se trouve en garde à vue, le résultat du laboratoire tombe. Comme le craignait la police russe, la génétique est formelle. Nous avons établi que l'ADN prélevé dans ce sang correspondait à celui de Christophe Sion. Pourquoi y a-t-il du sang de son mari sur le sol de leur appartement? Quand on l'interroge, Dina campe une nouvelle fois sur ses positions. Questionnée par les policiers, elle se dit simplement inquiète, abandonnée par son mari avec son enfant, ne comprend pas ce que ce sang vient faire là. Et là, malgré l'insistance d'Irina, Dina ne lâche rien. Mais ce n'est pas tout. Pendant la fouille de l'appartement, les enquêteurs ont mis la main sur un autre indice. Pendant la perquisition, on a découvert dans un placard de la cuisine une carte SIM que visiblement Dina voulait dissimuler. Pourquoi la suspecte leur a-t-elle caché l'existence de cette deuxième carte SIM? Contiendrait-elle des informations compromettantes? Les policiers s'empressent de l'analyser. Grâce à cette puce, ils peuvent identifier ses appels et reconstituer ses déplacements. Ils ont constaté que durant cette période, Dina se déplaçait beaucoup, notamment en dehors de Saint-Pétersbourg. On se rend compte que le téléphone de Dina a bien émis après le 23 août et surtout dans la région de Pskov, qui est une région boisée à près de 300 km de Saint-Pétersbourg. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi Dina s'est-elle rendue dans ce secteur très isolé juste après que son mari se soit volatilisé? Et ce que je pense maintenant, c'est qu'elle y est partie dans le but de chercher un bon endroit. Évidemment, il y a une certaine inquiétude quand on se rend compte qu'elle est allée dans cette forêt reculée peu de temps après la disparition de Christophe. Les policiers russes l'ont bien compris, leur enquête est en train de s'emballer. Et si Dina avait repéré cette forêt dans le seul but de se débarrasser de son mari? En fait, les enquêteurs de Saint-Pétersbourg vont prendre attache avec les policiers locaux de cette région où il y a cette forêt et qui vont leur apprendre que peu de temps après la disparition de Christophe, un corps non identifié a été retrouvé dans cette forêt. Ce sont des chiens qui ont découvert un foyer avec les restes d'un corps humain. Tout était pratiquement calciné, à l'exception des prothèses dentaires. C'est un véritable coup de tonnerre. Dina Sissoeva est aussitôt placée en détention provisoire. Le temps pour les enquêteurs d'obtenir la confirmation de ce qu'ils redoutaient déjà. À ce moment-là, les policiers comparent l'ADN de Christophe qu'ils ont en leur possession avec l'ADN de ce corps totalement carbonisé et démembré qui a été retrouvé dans la forêt de Pskov. On a comparé les codes génétiques et on a constaté qu'il s'agissait des restes de Christophe Sion. Christophe Sion est donc bien mort assassiné avant d'être démembré puis carbonisé. Et son épouse serait directement impliquée dans ce meurtre aux ingrédients effroyables. Après 17 mois d'angoisse, pour Barbara et pour Pierre, tout s'effondre brutalement. Ce que j'imagine, c'est plutôt ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas trop souffert.
Barbara Sion-Cadjini, sœur de Christophe. C'est ce que j'espère le plus. Parce que il n'est pas mort tout de suite, on l'apprend, qu'il n'a pas, en fonction de ce qu'ils ont retrouvé, qu'il n'est pas mort tout de suite. Comment nous avons réagi? Ce sont toujours des chocs. C'est la récidive du choc. Pierre Cadjini, beau-frère de Christophe. Nous sommes de nouveau dedans. Nous sommes... Dans cette histoire, il y a des moments où nous sommes laminés à zéro. Un riche homme d'affaires qui disparaît, un crime d'une violence extrême. Alors que de terribles questions se bousculent, Barbara et Pierre ignorent que leur calvaire est loin d'être terminé. Saint-Pétersbourg, novembre 2014. Dina se trouve en détention depuis une semaine. La police russe, elle, s'interroge toujours. Quel est son rôle exact dans ce crime? A-t-elle, oui ou non, bénéficié de complicité? Les policiers savent que si elle n'est pas l'assassin, elle est au moins complice de cet assassinat. Virginie Selvetti, journaliste. Et qu'elle a joué plus qu'un rôle dans le meurtre de Christophe. Elle ne pouvait pas se débarrasser du corps toute seule. Evgenia Mogilevskaya, journaliste russe. Elle avait sûrement un complice sur lequel elle pouvait compter. Alors, qui pourrait bien être ce mystérieux complice? Une fois encore, c'est la fameuse deuxième carte téléphonique de Dina qui livre aux enquêteurs un nouvel élément. Sur la carte SIM saisie en perquisition, on a relevé un appel passé à Khabarovsk. Irina Kolspinskaya, officier de la police russe. On a alors découvert qu'il s'agissait du numéro du père de Dina. L'appel a été effectué juste après le meurtre supposé. Il nous fallait interroger le père car pour nous, il avait peut-être aidé sa fille à cacher le corps. Victor Sissoev, le père de Dina, est à son tour interpellé et placé en garde à vue. Il déclare qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Mais il confirme que sa fille l'a bien contacté à la fin du mois d'août 2013. Elle était, dit-il, totalement paniquée. Elle a raconté à son père que quelqu'un avait tué Christophe, qu'il la menaçait elle et la petite Christina. Papa, viens vite nous aider, je ne sais pas quoi faire. On l'a interrogée à ce sujet et elle a commencé à nous donner des précisions. Oui, il y avait un cadavre, mais c'est Vassili qui a fait ça. Nous, on n'a rien à voir. Mais qui est donc ce Vassili? Et pourquoi cet homme aurait-il tué Christophe? Face aux policiers, Dina se fait plus précise. Vassili, dit-elle, était une relation d'affaires de son mari. Christophe lui devait de l'argent pour une histoire de trafic de meubles d'antiquité entre Paris et la Russie. Dina décrit Vassili comme un homme d'une cinquantaine d'années, mesurant 1m80, blond, une calvitie, fort, enfin, vraiment le mafieux russe typique. Et c'est pour ça qu'elle a appelé son père, qui est arrivé de Khabarovsk quelques jours plus tard. Dina et son père disent-ils la vérité à propos de ce mystérieux Vassili? Pour le savoir, la police décide d'organiser une confrontation entre deux dans l'appartement du couple. Saint-Pétersbourg, 3 mars 2015. Un enquêteur russe filme la scène. Dina, emprisonnée depuis 5 mois, est méconnaissable. Mais elle continue d'affirmer qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de Christophe. En fait, elle aurait découvert son mari mort en arrivant sur place. Quand je suis entrée dans l'appartement, j'ai vu quelque chose d'emballé. Dina Sissoeva, épouse de Christophe. Premièrement, j'ai eu un choc.
Vassili était là et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit de m'asseoir, il a commencé à m'expliquer que je devais me calmer. Il m'a expliqué que c'était Christophe et il m'a dit « C'est dans ton intérêt de garder le silence. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Ne va pas voir la police si tu veux rester en vie et que rien n'arrive à ton enfant. » C'est là, dit-elle, qu'elle aurait appelé Victor, son père, pour lui demander de l'aide. Mais il faudra plusieurs jours à celui-ci pour venir de Khabarovsk en Extrême-Orient russe, à 8000 km de là. À son arrivée, le corps se trouve toujours dans l'appartement. On est entré avec Dina. Victor Sissoyev, père de Dina. Vassili se trouvait là. Le père de Dina aurait immédiatement reconnu son gendre. Il raconte ensuite avoir, sur ordre de Vassili, dissimulé le cadavre dans une malle. Après avoir descendu la malle, qu'avez-vous fait? Qui a conduit la voiture? Au départ, c'était Dina. Et après, je ne sais plus. J'ai dormi tout le trajet. Vous saviez où vous alliez? Non, je ne peux pas m'orienter ici. Et vous ne pouvez pas nous montrer l'endroit? Non. Le même jour, Irina Kolspinskaya, la chef d'enquête, se rend avec les 2 suspects dans la forêt. C'est ici, à 300 km de Saint-Pétersbourg, que la dépouille de Christophe Sion a été démembrée puis calcinée. Dina est sommée de raconter la scène. Quand la malle s'est enflammée, avez-vous vu en quel état était le corps? Je ne suis pas sortie de la voiture. Tandis que la malle a pris feu, j'ai vu les jambes avalées par les flammes. J'essayais de ne pas trop regarder. Puis le brasier s'est consumé. Vous êtes parti après que la malle fut totalement calcinée? Oui. D'accord, merci. Il est 16h48, le 3 mars 2015. L'audition est terminée. Le lendemain, à Paris, c'est évidemment le choc. Barbara, la sœur de Christophe, et son mari, Pierre, découvrent les détails insoutenables de l'enquête menée en Russie. Et puis on apprend aussi, ce qui est terrible, c'est que pour aller dans le sordide, c'est que... Barbara Sionkadjini, sœur de Christophe. Il faut savoir qu'il faisait chaud en été à ce moment-là et qu'elle a conservé 8 jours le corps dans l'appartement. C'est une horreur de plus. On ne va pas dire qu'à ce niveau-là, ça compte plus. Ça rajoute. Pierre Kadjini, beau-frère de Christophe. Vous savez, c'est l'infini de l'horreur. Et l'infini, ça n'a pas de fin, comme son nom l'indique. L'infini n'a pas de fin. C'est très dur. C'est beaucoup trop dur. Les explications de Dina sont pourtant loin de satisfaire les policiers russes. Elle est incapable de livrer la moindre information qui permettrait d'identifier le fameux Vassili. On n'a pas envie de croire qu'une si belle et gentille fille ait tué son mari. Evgenia Mogilevskaya, journaliste russe. Mais malgré de nombreuses recherches, les enquêteurs n'ont jamais trouvé trace de Vassili. A priori, Vassili n'existe pas et il n'est que le fruit de l'imagination de Dina. Et si ce Vassili n'était qu'une pure invention de Dina? Et si, en réalité, elle, et elle seule, était responsable de la mort de son mari? Elle qui semblait tellement en vouloir à Christophe. On a eu vent de disputes en examinant les échanges de Dina avec ses copines. Irina Kolspinskaya, officier de la police russe.
Pour nous, son principal mobile était son dégoût pour Christophe. Tous ces messages remplis de haine à l'égard de Christophe. Elle a notamment envoyé un SMS à une de ses amies. Virginie Salvetti, journaliste. En disant qu'elle avait envie de le frapper derrière la tête, de l'empoisonner, qu'elle le détestait. Dina aurait-elle mis ses menaces à exécution? La police en est convaincue. Et cela n'aurait pas été sa seule motivation. Car des témoins la décrivent comme animée surtout par l'appât du gain. Elle a grandi à Khabarovsk, dans une famille très pauvre. Depuis toute petite, Dina rêve de quitter ce trou perdu au fin fond de la Russie et de réussir ailleurs. Elle ne veut pas avoir la vie que ses parents ont menée. On en tire une conclusion comme quoi c'était l'argent. Ekaterina Sologoub, avocat des parties civiles. Qui l'attachait très étroitement à Christophe. Dina le rencontre. Elle qui est un vautour en chasse, elle voit tout de suite le pigeon à plumer qu'elle finira par démembrer. Pour les enquêteurs aussi, la thèse d'un meurtre crapuleux et prémédité se dessine. Ce crime lui aurait permis de faire main basse sur la fortune de son mari. Bien sûr, au bout d'un moment... Sergueï Poutrecha, avocat des parties civiles. Dina était déçue quand elle s'est rendue compte que Christophe était finalement peu dépensier. Avec le temps, Dina a compris que Christophe n'était probablement pas celui qu'elle cherchait. Il n'était pas tout jeune, pas aussi ambitieux qu'elle le désirait, et surtout, il était très économe. Le scénario du meurtre serait donc le suivant. Dina a d'abord expulsé Christophe du domicile conjugal, jusqu'à cette tragique journée d'août 2013, où tout aurait dérapé. Ce jour-là, elle l'a appelé. Nous l'avons constaté sur les relevés téléphoniques. Il est passé la voir et ils se sont disputés. Elle lui a asséné un coup mortel sur la tête. Puis elle a demandé à son père de la rejoindre afin de l'aider à dissimuler les traces du crime. Avec la complicité de son père, Dina se serait ensuite débarrassée du cadavre en forêt. C'est là qu'il sera découvert, dépecé et calciné. Pourtant, malgré la conviction des enquêteurs, Dina continue de nier, en bloc. Ce n'est pas elle qui a tué son mari, mais bien le fameux et mystérieux Vassili. Alors réussira-t-elle à convaincre la justice? Ce sera tout l'enjeu de son procès, fixé en 2016. Saint-Pétersbourg, le 15 avril. Un tribunal russe s'apprête à juger Dina Sissoeva pour le meurtre de Christophe Sion. Mais une mauvaise surprise attend la famille de la victime. En France, Victor, le père de Dina, aurait été renvoyé aux assises pour complicité de crime ou au moins recel de cadavres, destruction de preuves. Mais selon la loi russe, la complicité dans la dissimulation d'un crime par un membre de la famille n'est pas condamnable. Dina se retrouve donc seule dans le box des accusés. Et malgré les nombreux éléments qui mettent à mal sa version des faits, pas question pour la veuve de Christophe Sion de changer sa ligne de défense. Et celle de sa fille. Cette stratégie de défense sera-t-elle payante? Après 3 jours de débat, la sentence tombe. Dina est condamnée à 14 ans de prison
pour meurtre et détournement de fonds. La préméditation n'est pas retenue. Pour la famille de la victime, le compte n'y est pas. Et on retire systématiquement 3 ans aux mères qui sont condamnées. Ce qui fait que sa peine est réduite à 11 ans. Donc elle est condamnée à 11 ans de réclusion criminelle. Le procureur avait demandé 20 ans. Barbara Sion-Cadjini, sœur de Christophe. Les 20 ans me paraît quand même plus correct vu toute l'horreur. Mais je trouve que la vie de Christophe n'a pas été cher payée. Et pour Barbara et Pierre, il y a quelque chose d'encore plus inconcevable. Eux qui espéraient récupérer la petite Christina repartent seuls. Le tribunal russe en a décidé ainsi. Cette petite fille, qui, contre toute attente, a été placée en garde avec sa grand-mère et son grand-père. Virginie Selvetti, journaliste. Donc son grand-père, qui a démembré et brûlé le corps de son père. C'est immonde. Ce n'est pas une justice. C'est vraiment lamentable. Barbara et Pierre n'ont plus désormais que ces seuls souvenirs auxquels se raccrocher. Les vidéos de Christina que Christophe leur envoyait de son vivant depuis la Russie. Qu'est-ce que tu veux une photo? Voilà. Pour boire, voilà, je te prends en photo. Stock. C'est magnifique ce que tu fais. Tu as terminé? C'est parfait. Mais pour Pierre et Barbara, l'histoire continue et leur calvaire n'est pas terminé. Tiens, voilà une autre feuille. On dit merci. Khabarovsk en Russie, mai 2017. Voilà 3 ans qu'ils n'ont plus vu leur nièce. Pendant quelques heures, la justice locale les autorise cependant à profiter de Christina. À 8 ans, la fille unique de Christophe est sous la garde de ses grands-parents. Parce qu'elle vit avec, il ne faut pas l'oublier, avec ce grand-père qui a démembré, brûlé, transporté le corps de son papa. C'est innommable de pouvoir la laisser vivre dans des conditions pareilles. Le couple a parcouru 11 000 kilomètres depuis Paris. La scène vire au cauchemar, et pour cause. Victor, le père de Dina, celui qui a procédé au dépeçage, assiste aux retrouvailles. Avec le grand-père qui arrive tenant par la petite par la main. Pierre Cadjini, beau-frère de Christophe. Moi, je n'ai plus un mot. Je suis plus capable de parler. Seule Christina compte. La petite est à côté de moi. C'est extraordinaire. Après, elle veut nous accompagner à l'avion. Et elle nous accompagne à l'avion. J'en parle avec émotion parce que ça fait vraiment mal et je sais que Christophe, là où il est, doit hurler de désespoir. Mais s'ils pensaient avoir vécu le pire, Barbara et Pierre n'en ont pas encore fini avec l'horreur. Ils vont assister, impuissants, à la médiatisation du meurtre de Christophe en Russie et devoir faire face à de terribles accusations en direct à la télévision. Всем добрый вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире. 13 avril 2018. Andrei Malakov est l'animateur télé le plus populaire de Russie. Son émission est entièrement consacrée au meurtre de l'homme d'affaires français. Aussi incroyable que cela puisse être, Dina est autorisée à s'exprimer face aux caméras depuis sa prison.
C'est ma 2e année en prison et j'ai été condamnée à 11 ans. Dina Sissoeva, épouse de Christophe. Je n'ai pas tué mon mari. Je n'avais aucune raison de le faire. Nous avons un enfant dont il est le père. Nous étions une famille normale. Alors que Dina crie à l'erreur judiciaire, son père Victor est présent sur le plateau. Il assume avoir démembré le corps de son gendre, mais sur ordre, dit-il encore, du fameux Vassili. Ensemble, nous avons sorti le cadavre. Victor Sissoyev, père de Dina. Il m'a aidé à le faire parce que seul je ne pouvais pas. Quelqu'un s'acharne à détruire ma vie, mais aussi celle de ma fille. Ma fille qui se retrouve sans son père, mais aussi, maintenant, sans sa mère. Il faut faire une pause parce que je ne peux plus parler. Éteignez cette caméra, j'en peux plus. Faina Sissoeva, la mère de Dina, prend elle aussi la parole. Elle s'adresse directement à Barbara, la sœur de Christophe, et à son mari Pierre. Des propos surréalistes. La petite fille a besoin de sa mère qui lui manque. Faina Sissoeva, mère de Dina. La famille française, elle, ne s'intéresse qu'à l'héritage. Ils m'ont pris ma fille et maintenant, ils veulent prendre ma petite fille. Une enfant franco-russe prise en tenaille dans un conflit d'héritage. Pour Barbara et Pierre, ces accusations résonnent comme une déclaration de guerre. Faina, la grand-mère, m'accuse de vouloir l'héritage de Christina. Barbara Sionkadjini, sœur de Christophe. Ce sont des gens immondes. Ces monstres qui sont capables de tout, qui ne parlent que de fric. Pierre Kadjini, beau-frère de Christophe. Christina ne les intéresse pas. Elle n'a été conçue que pour prendre du sale fric. Malheureusement, pour la sœur de Christophe et pour son mari, le plus douloureux reste encore à venir. Sur décision de la justice russe, Dina retrouve ses droits parentaux et elle compte bien les faire valoir. Ce qui veut dire qu'à sa sortie de prison en 2024 ou en 2025, Virginie Selvetti, journaliste. Elle va récupérer sa fille et l'héritage qui va avec. On peut même pas appeler ça une mère, sera libérée, on lui a restitué ses droits. C'est pas normal. On n'a pas le droit de faire ça. Malgré tout ce chagrin, Barbara et Pierre n'abandonneront jamais leur combat. Ils n'ont plus aujourd'hui qu'un seul but dans l'existence, adopter Christina. Barbara et Pierre tapent à la porte du sommet de l'État. Ils en appellent au président Macron. Ils ont écrit des lettres au président Poutine pour pouvoir récupérer la garde de cette petite fille. Nous n'avons pas de haine, parce que la haine est une passion triste qui nous mange de l'intérieur et qui mange nos forces. Nos forces, nous les réservons pour combattre les assassins. Il faut garder l'espoir, et on garde l'espoir. Et Christina pourrait devenir le symbole de l'amitié franco-russe. Quel n'est pas le plus beau symbole qu'une petite fille ?